Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 et cette fois-ci c'est le top 10 des moments marquants de la saison, que ça soit en positif, en négatif, c'est quand même plutôt du positif sauf un. Alors on va revenir sur tous les moments qui m'ont marqué, c'est un bilan presque personnel de cette saison 2023, tous les moments que j'ai vraiment retenus, que j'ai retenus parce qu'ils m'ont surpris, que j'ai retenu parce que y a eu un super spectacle, une super course, ou ce que j'ai retenu parce que oui, on peut pas passer à côté de ce moment-là sur cette année 2023. Forcément, il y aura des désaccords, c'est un petit peu comme les révélations aussi, on peut avoir des désaccords entre tel ou tel coureur. Là, je pense que ça fait partie des top 10 où certains auront retenu d'autres choses que moi, vu que c'est un top 10 beaucoup plus personnel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager les vidéos si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à mettre un pouce bleu également si vous avez aimé cette vidéo. TikTok, le débrief rapide des compétitions, notamment le débrief du côté du biathlon. Et on commence tout de suite avec cette vidéo, donc moment marquant. Il y a eu, c'est un top 10 où j'ai pas mis beaucoup de temps à l'écrire, des années où je pense qu'il y a des années où ça aurait été plus compliqué sur les top 10 parce que il n'y a pas eu forcément beaucoup de moments spectaculaires, beaucoup de moments impactants. Là, je trouve que sur cette année 2023, on a eu des moments importants. Et voilà, je vais pas. Autant il y a des top 10 où parfois c'est compliqué parce qu'il faut revenir énormément sur la saison et se rappeler des choses parfois qui sont lointaines. Là, autant cette année, sur celui-là, ça a été plus facile. Eh bien, on commence tout de suite avec le 10e moment marquant de la saison 2023. Le 10e moment marquant de la saison 2023, c'est peut-être un moment que vous n'aurez pas retenu plus que ça, mais qui pour moi est un moment où vraiment je me suis dit, waouh, là j'ai vu du beau spectacle, du beau cyclisme. C'est du cyclisme sur piste, c'est la finale des championnats du monde du côté de la poursuite individuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu chez les filles le retour véritablement de Chloé Dygert. Et c'est vrai que dans le cyclisme féminin, quand on a vu arriver il y a quelques années déjà un Chloé Dygert, on s'est dit ça va être la future pépite du contre-la-montre, ça va être une machine de guerre. Et puis il y a eu cet énorme accident qu'elle a eu au championnat du monde il y a quelques années, qui lui a coûté 2 ans quasiment, où on la voyait pas, on savait même pas si elle allait revenir à un moment. Ça faisait partie des filles, on avait un grand doute si on allait avoir un retour de Chloé Dygert. Et ce qui est intéressant sur cette poursuite des championnats du monde chez les filles avec le retour de Chloé Dygert, de retour qui était déjà un petit peu apparu quand même lors de la Vuelta féminine, on en avait parlé, même elle avait été plusieurs fois top. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que le chapitre blessure, moment compliqué, moment où elle a eu du mal à revenir, s'est clos avec cette victoire au championnat du monde de poursuite où elle a explosé tout le monde pendant tout le tournoi. C'est-à-dire qu'elle a collé des plâtrés à tout le monde. Et je pense que c'est un peu comme Jacobsen où j'avais dit sa victoire d'étape sur la Vuelta, c'était le moment où on clôt l'épisode blessure, l'épisode retour, comeback. Là, c'est un peu pareil avec Chloé Dygert, c'est-à-dire que c'est une fille qui était encore en phase de reconstruction sur la Vuelta, et là, on a retrouvé la vraie Chloé Dygert, la Chloé Dygert qui dominait. Maintenant, ça va être de la revoir un peu plus souvent sur la route. Je pense que ça ne sera pas le cas en 2024, parce qu'on sait que la piste, ça va être important et qu'il va falloir une préparation spécifique. Alors, en plus, le Tour de France Femmes, il arrive au mois d'août. Donc peut-être qu'elle va arrêter sa saison après. Elle fera une pause après les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que Chloé Dygert, c'est vraiment une fille que j'avais envie de revoir parce que c'est une fille qui m'avait vraiment impressionné quand elle était arrivée. Et autant que Demi Vollering, dans un registre autre. Mais elle était aussi impressionnante que Demi Vollering quand je l'avais découvert. Et c'est vrai que du côté de cette course de Chloé Dygert, j'ai été vraiment impressionné. Mais l'autre course qui pour moi a été un énorme spectacle et où je me suis dit vraiment à la sortie de cette course, là,
j'ai vu du bon cyclisme, j'ai vu un énorme duel, c'est la finale masculine. La finale entre Filippo Ganna et Dan Bingham, là, ça a été un énorme match. Parce que Ganna, on le voyait qu'il était, il n'était pas encore au top de sa condition physique, Ganna. Quand il arrive sur les championnats du monde, on sent qu'il a encore un objectif Vuelta derrière. Donc il est peut-être pas encore au top de sa forme. De l'autre côté, on a Bingham. Bingham qui fait quasiment que de la piste, qui fait très peu de route. Et on se dit, est-ce que c'est pas l'année où Ganna peut être battu? Surtout que lors de l'épreuve par équipe, l'Italie n'avait pas autant dominé que les années précédentes, notamment face au Danemark. Et là, on se dit Bingham, à domicile, parce qu'on rappelle qu'on était à Glasgow, il va peut-être le faire. Le match démarre, avantage Bingham, vraiment. Il va prendre très rapidement 1 seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes, 3 secondes d'avance. Et on se dit à ce moment-là, ça commence un petit peu à pied du cul pour Ganna. Il se retrouve à 1 km de l'arrivée avec 3 secondes d'avance. Là, on se dit, pour Ganna, ça va être difficile. Pour Ganna, ça va être difficile parce que 3 secondes sur une épreuve comme ça de poursuite, avec en plus l'ambiance, parce qu'il y avait une énorme ferveur dans le vélodrome, je me dis à ce moment-là, ça risque quand même d'être difficile. Et puis, d'un coup, la situation s'inverse. Alors, au départ, c'est pas beaucoup. Et puis, il reprend. Tous les 125 mètres, il reprend parfois 3, 4 dixièmes. Il reprend à un moment des secondes complètes. On arrive par tour. On arrive dans le dernier tour. L'écart s'est vraiment réduit. Et Ganna va passer devant au dernier intermédiaire, en fait, tout simplement. Entre 75 mètres de l'arrivée, il doit passer devant. Parce qu'au dernier intermédiaire, je crois qu'ils sont quasiment côte à côte. Ganna est encore, je crois, un petit peu derrière. Et à la fin, t'as Ganna qui gagne. Et je dirais qu'il y a une situation où lui, il est heureux comme jamais, presque, sur la piste. Et où, derrière, dans le vélodrome, on se dit, on a vu un super combat. Les mecs sont même pas tristes dans le vélodrome, tu sais, il n'y a pas d'un coup un blanc total dans le vélodrome, non, parce qu'on a vu un énorme match. Bingham, il a tenté son va-tout, il a joué son va-tout, tenté de faire douter son adversaire, ça n'a pas marché. Et ça permet de voir également que sur le cyclisme sur piste, il y a de la tactique. Et sur le cyclisme sur piste, même dans ces disciplines comme la poursuite, ça nous attriste aussi, parce que quand on est fan de cyclisme sur piste, de voir que la poursuite n'est pas au programme olympique, la poursuite individuelle, c'est quand même un peu triste, parce que je trouve que c'est une épreuve qui fait partie du cyclisme sur piste, qui est vraiment une épreuve importante. Mais il faut le dire, pendant des années, les coureurs sur route avaient déserté les vélodromes. Je pense notamment à Cancellara. Cancellara, à un moment, il avait dit, oui, peut-être que je ferai de la poursuite. Au final, il n'en a jamais fait. Il n'a jamais mis ses fesses sur un vélodrome. Donc, c'est vrai que là, ça permet aussi de revoir des mecs comme Ganna, Milan aussi sur la poursuite. Et puis de voir vraiment qu'aujourd'hui, le cyclisme sur piste retrouve un peu des couleurs. Parce qu'il y a une période de cyclisme sur piste, quand tu allais voir les Coupes du Monde, c'était tristoun, quoi. Hein. Alors, c'est vrai que la Ligue des Nations, c'est encore un problème, parce que je trouve que le format n'est pas le bon, et que pour moi, ça révolutionne absolument pas le cyclisme sur piste. Mais je trouve que voilà, les championnats du monde, en août aussi, c'était une bonne idée pour ces compétitions-là, parce que ça a permis de les mettre en avant. C'est vrai que quand c'est en fin septembre, octobre, même plutôt pour les championnats du monde de cyclisme sur piste, c'est vrai que la visibilité n'est pas toujours excellente. Là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la visibilité pour cette compétition de cyclisme sur piste en août. Sur ces championnats du monde complets, il y a eu des problèmes, notamment le BMX, pas le BMX, pardon, le trial. Personne n'a vu du trial, notamment sur France Télévisions, où c'était très mal diffusé. Il y avait vraiment des compétitions, ça aurait été bien qu'elles ne se chevauchent pas pour permettre aux télévisions de le diffuser. Mais le cyclisme sur piste, c'était en soirée, c'était en prime time en plus. Et ça, je trouve que c'était une très très bonne idée. Et puis on a vu vraiment des belles compétitions, des belles épreuves du côté de Glasgow. Et le summum pour moi, ça a été cette finale de poursuite des championnats du monde. Vraiment le match Ganna-Bingham, c'était du très très solide. On passe au 9e dans ce classement. Le 9e, c'est le titre
de champion du monde de Mathieu Van Der Poel du côté de Glasgow. Alors certains diraient qu'il n'est pas devant. Oui, mais parce que il y a d'autres événements personnellement qui m'ont plus marqué. Mais ça ne veut pas dire que je ne considère pas que Mathieu Van Der Poel n'a pas fait une grande saison. Je ne considère pas non plus que... ça ne veut pas dire que je ne considère pas que Mathieu Van Der Poel n'est pas un grand champion de cyclisme. Moi, je considère qu'avec Van Aert, qu'avec Pogacar, qu'avec même un Pidcock, ils apportent du spectacle. Ou avec un Lafilippe aussi, quand il était à son top. C'est des mecs qui font du spectacle, qui font le show et qui permettent aussi d'attirer un nouveau public dans le cyclisme aussi grâce à ces coureurs-là. Et Mathieu Van Der Poel, c'était incroyable aujourd'hui que Mathieu Van Der Poel ne soit pas champion du monde sur route. Mais il y avait toujours eu presque un rendez-vous manqué avec les championnats du monde. Alors l'année dernière, du côté de l'Australie, l'affaire de l'hôtel. Et puis il y avait eu aussi la Grande-Bretagne, donc en 2019, face à Pedersen, où il explose complètement alors qu'il est dans le bon groupe, où il a une sorte de fringale sous la pluie. Parfois c'était des parcours aussi qui ne lui convenaient pas. Mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il était vraiment passé à côté de ces championnats du monde, alors que du côté des Pays-Bas, il a toujours été leader. Parce que c'est vrai que sur les classiques, c'était vraiment le top coureur, mais il était souvent passé à côté. Et même au championnat d'Europe, il était souvent passé à côté aussi. On avait l'impression que sur ces courses de sélection, ces courses d'un jour, il n'y arrivait pas, Mathieu Van Der Poel. Moi, c'était l'opinion un petit peu que je m'étais faite du côté de Mathieu Van Der Poel. Je me disais, est-ce qu'un jour, il arrivera véritablement à aller gagner ce type d'épreuve? C'était la question vraiment que je me posais avec Mathieu Van Der Poel. Et puis, là, il arrive au championnat du monde, il est favori, parce que sa victoire à Paris-Roubaix, mais j'avais l'impression quand même, quand j'avais vu quelques interviews d'avant-course, qu'il arrivait mieux qu'il avait moins la pression que les années précédentes, qu'il arrivait surtout à mieux gérer la pression que les années précédentes, Van Der Poel. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et pourtant, cette course, elle est aussi surprenante parce que y a cette manifestation à mi-parcours où la course se retrouve bloquée pendant une heure et quart, dans des conditions qui étaient en plus assez fraîches du côté de Glasgow. On se dit putain, l'UCI a encore merdé en termes d'organisation et c'était très inquiétant. Ce qui fait que ça donne une atmosphère particulière à cette course. Déjà parce que il y a la pluie, il y a ce parcours hyper technique à Glasgow avec ses multiples relances où c'était quand même un parcours atypique. Certains ont considéré que c'était pas un parcours de championnat du monde. Je l'avais dit déjà en vidéo. Déjà, un parcours de championnat du monde, ça n'a pas vraiment de définition. Parce que entre les parcours montagneux qu'on a pu avoir, les parcours plutôt type puncher, le parcours du Qatar où c'était complètement plat, ou le parcours de Bergen, ou le parcours du côté de l'Autriche, ça n'avait rien à voir. Voilà, donc il n'y a pas un parcours type en termes de championnat du monde. On avait déjà eu des parcours un peu techniques. Richmond, il y avait notamment un passage avec des pavés qui n'était pas facile à récupérer parce qu'en plus il y avait une énorme épingle. Donc voilà, il n'y a pas un parcours typique de championnat du monde. Pourquoi ce parcours-là ne serait pas un parcours de championnat du monde? Parce qu'il y avait beaucoup de virages, mais il faut savoir être bon techniquement sur un vélo. Et on voit que Van Der Poel a été bon techniquement sur son vélo. Et on voit que par contre, il y a des nations qui ont beaucoup plus souffert. Et je trouve que ça permet d'avoir une course atypique aussi, parce que ça s'est décanté super tôt. Dès l'entrée sur le parcours, on avait déjà plus que des petites grappes de coureurs, parce qu'à la fin, ils doivent finir à 25 ou un truc comme ça, je ne sais plus le score final. Et puis il y a cette ambiance particulière de cette course qui devait arriver une heure et quart plus tôt et qui arrive vers 17h30 avec un soleil qui est un peu différent. En plus, on finit sous le soleil alors qu'il a plu pendant une grande partie de la journée. Et puis cette chute de Van Der Poel où on se dit on connaît pas les écarts, on se dit
est-ce qu'il va pas encore passer à côté à ce moment-là? Et puis non, il arrive à résister. Et puis derrière, c'est pas des peintres non plus. Donc non, c'est une belle victoire de Van Der Poel et c'est la consécration avec cette victoire également sur Paris-Roubaix. C'était un petit peu ce qui lui manquait à son palmarès. C'est vrai qu'il avait gagné le Tour des Flandres, mais c'est vrai que sur les autres monuments, presque, ça avait été plus compliqué. Et là, cette année, il fait, voilà, il arrive à remporter ce Paris-Roubaix, il arrive à remporter ce championnat du monde, et puis surtout, il met encore une pièce par rapport au duel avec Van Aert, qui passe, c'est vrai, à côté de sa fin de course. Mais pour moi, en plus, c'est un super champion du monde, Van Der Poel, parce que c'est un mec qui fait aimer le cyclisme. Et c'est un mec en plus qu'on va revoir sur l'année. C'est pas un coureur qui se cache, c'est un coureur qui a tendance à en plus faire pas mal de jours de course. Et puis, si Mathieu Van Der Poel n'avait pas été champion du monde dans sa carrière, ça aurait presque été une anomalie pour lui. Mais c'est vrai qu'à un moment, on se disait, est-ce qu'il va enfin y arriver? Est-ce qu'il n'a pas une Shkumun éternelle avec cette course? Et puis tout l'univers autour de cette course, la manifestation, le parcours technique, qui était très intéressant, moi je trouve, dans Glasgow. Et ben voilà, on a eu vraiment une belle épreuve et un beau championnat du monde. Donc moi j'étais content avec ce titre de Mathieu Van Der Poel, qui conclut aussi une belle saison de la part du Néerlandais aussi, hein, où il a été vraiment super performant pendant l'année, même au championnat du monde du côté du cyclocross. Donc non, c'était vraiment une belle année par Mathieu Van Der Poel. On passe tout de suite au 8e moment marquant de l'année. Le 8e moment marquant n'est pas le moment le plus réjouissant de l'année, c'est même le seul moment négatif de cette année 2023, avec une autre, non, il y a deux moments négatifs, mais un qui est dans les mentions honorables, des moments marquants de l'année. C'est la mort de Gino Meder. Ça rappelle tristement que le cyclisme est un sport dangereux. Ça rappelle tristement qu'on peut mourir en course. Et ça rappelle également qu'on doit faire encore mieux, toujours mieux, en termes de sécurité, qu'on peut toujours faire plus en termes de sécurité. Parce que oui, ce pierrier, il aurait dû être protégé. On savait que c'était un endroit qui pouvait être technique, qui pouvait être dangereux. Il y avait les pierres en contrebas. Il fallait protéger ce pierrier parce qu'il fallait anticiper le fait qu'un coureur pouvait tomber dans le ravin et pouvait se faire extrêmement mal dans ce ravin et mourir. C'est une erreur pour moi de l'organisateur du Tour de Suisse, et ça rappelle également que pour moi l'UCI n'est pas suffisamment offensive avec les organisateurs qui, de mon point de vue, peuvent faire un petit peu tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est déjà un peu triste. Parce que on aurait peut-être pu faire mieux en termes de sécurité. Alors, je dis pas que Gino Meder serait peut-être pas mort. Je dis juste que sur cet accident-là, on pouvait faire mieux. En termes de sécurité, quand on n'a pas fait suffisamment bien, c'est toujours une erreur pour moi. Et c'est toujours une erreur de la part de l'organisateur. C'est terrible pour la mort de Gino Meder. Alors certains ont voulu remettre en question les arrivées en descente. Moi je pense qu'une arrivée en descente, on doit avoir des arrivées en descente sur les courses. Parce que ça voudrait dire qu'on ne s'intéresse plus à la technique sur le vélo. Je dis toujours qu'un coureur cycliste, pour qu'il soit performant dans le monde du cyclisme, il faut qu'il ait 5 qualités majeures. Déjà des qualités physiques, ça c'est clair et net. Il faut qu'il ait une intelligence tactique, qui sente quand même ses adversaires. Pour moi, il doit aussi avoir une force au niveau psychologique. C'est un mec qui doit avoir une force mentale aussi, en 3. Je dis toujours une intelligence nutritionnelle. Voilà, il doit connaître son corps, il doit avoir une intelligence nutritionnelle, il doit connaître ses watts aussi. On voit que maintenant les grands champions connaissent parfaitement les valeurs en watts et savoir à quel moment il doit manger, à quel moment il doit s'hydrater. Et pour moi, la 5e qualité pour un coureur cycliste, c'est
savoir se servir de son vélo. Voilà, savoir être bon techniquement sur un vélo. Si tu n'as pas ces 5 qualités-là, tu peux pas être un grand champion. Et on le voit, hein, la qualité sur la technique sur le vélo, c'est ce qui manque à un Pierre Latour, c'est ce qui manque à un Jay Vine, par exemple aujourd'hui, qui sont des mecs qui sont capables d'être performants, mais qui ont un gros problème, c'est la descente. Et Jay Vine, c'est parce qu'il tombe tout le temps, parce qu'il n'est pas habile sur un vélo. Il faut être habile sur un vélo. Donc pour moi, si on décide de ne plus faire des arrivées en descente, ça veut dire qu'on considère qu'avoir une bonne technique sur un vélo, ce n'est pas important. Pour moi, c'est important. Par contre, quand on décide de faire une arrivée en descente, la dernière descente doit être sursécurisée. Parce qu'on sait également que dans ce genre de situation, les coureurs peuvent prendre des risques. Donc, il faut énormément sécuriser. Notamment à cet endroit-là, ce n'était pas suffisamment sécurisé, alors qu'on savait qu'on était à 5 km de l'arrivée, que la vitesse à l'approche de ce virage pouvait être très rapide, et donc que ça pouvait être un problème en cas d'arrivée en peloton, parce qu'en cas de contact, ça pouvait être un carnage. Mais pour moi, ce que disait Pierre Rolland, alors c'était aussi sous le coup de l'émotion, je pense, qui disait bon, faut arrêter les arrivées en descente. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet avis-là. La mort de Gino Mäder, c'est également triste parce que on est sur un coureur qui, en cette année 2023, Gino Mäder, retrouvait son niveau, retrouvait vraiment un très bon niveau. On l'avait vu notamment sur Paris-Nice. Gino Mäder avait eu une année 2022 compliquée où il avait été un peu transparent. Et c'est vrai que moi, je me posais même des questions sur Gino Mäder. Est-ce qu'il aurait la capacité de rebondir? Est-ce qu'il aurait la capacité de retrouver presque un second souffle? Parce que je me disais que c'est vrai que son année 2022, c'est un coureur qui avait émergé très bien. Et puis en 2022, je sais pas, il n'arrivait pas à être performant sur les chronos. Alors que bon, c'était un coureur qui n'était pas mauvais dans ce domaine-là. Là, il était nulle part. Et puis même en montagne, c'était très compliqué. Je m'étais dit, fin 2022, c'était même l'une de mes déceptions de l'année 2022. Je crois me rappeler. Je m'étais dit, est-ce que Gino Mäder, il peut rebondir? Et puis, il avait réussi à repartir de l'avant. Il avait réussi à faire vraiment un très bon début de saison. Donc c'est sûr qu'on est sur un champion qui était presque au sommet de son art. Et puis ce qui est triste, c'est bien entendu un Suisse qui meurt sur le Tour de Suisse. Voilà, c'est une mort à domicile, c'est terrible. Il n'y a pas non plus 150 000 coureurs suisses. Ça faisait partie en plus l'une des stars des cyclistes suisses avec Stefan Kung. C'est sûr que c'est comme si nous en France, Christophe Laporte ou Alaphilippe mouraient sur le Tour de France. C'est ça qui est terrible aussi sur la mort de Gino Mäder, c'est que en Suisse, c'était vraiment un champion. C'était l'une des stars des jeunes coureurs suisses. Ça faisait. Quand t'avais, je pense qu'aujourd'hui, quand tu as 12 ou 13 ans, tu t'identifiais à Stefan Kung, tu t'identifiais à Gino Mäder quand tu étais jeune cycliste suisse dans les catégories pour les enfants. C'est sûr que c'est terrible ce genre de situation pour les fans de Gino Mäder. Et il avait des fans en Suisse, même en dehors de la Suisse. C'est aussi terrible parce que c'était un bon mec. La mort est terrible, bien entendu, même si ça avait été le pire connard de l'histoire, mourir, c'est toujours un truc terrible. Mais c'est vrai que c'était un mec qui était très intéressé par l'écologie, qui se battait pour l'écologie, qui avait fait des performances caritatives, par exemple pour planter des arbres, ce genre de choses. C'était pour donner de l'argent à des associations. Il donnait beaucoup d'argent à des associations également. Donc c'était vraiment quelqu'un de très important. Ça a également été... c'est toujours triste parce que voilà, on est sur un mec de 24 ans qui avait l'air d'avoir un bon état d'esprit. C'est ce que disaient également tous ses équipiers du côté de la Bahreïn. C'est une mort qui a énormément touché la Bahreïn. Mais ça a peut-être également donné un surplus de motivation sur le Tour de France à un Pello Bilbao, à Mohoric également, qui l'avait dit, qu'il avait été peut-être un petit peu poussé par Gino Mäder. Je trouve que la Bahreïn
a réussi à rendre parfaitement hommage à Gino Meder sur le dernier Tour de France. Et notamment la victoire de Matej Mohoric, qui est un bel hommage, je trouve, à Gino Meder, et son émotion à l'arrivée de cette victoire sur le Tour de France était vraiment très sincère, et surtout très intéressante dans son discours après la course, qui était très intéressant. On passe tout de suite au 7e moment marquant de l'année. Le 7e moment marquant de l'année, c'est l'étape numéro 20 du dernier Tour d'Italie, ce fameux contre-la-montre en montée qui nous a permis d'avoir un gros suspense. Alors autant le dernier Giro n'a pas été très intéressant en termes de spectacle, on peut même dire que ça a été quasiment un spectacle inexistant, surtout on a manqué vraiment de spectacle pendant quasiment 3 semaines, avec la Covid qui a également gêné le spectacle, avec l'abandon de Remco Evenepoel, avec pas mal de leaders qui ont eu des soucis, et surtout des leaders qui ont été extrêmement frileux pendant toute la course. Parce que c'est vrai qu'on attendait d'avoir des attaques. Le parcours en plus n'était pas dégueu pour avoir des attaques. Je pense à l'étape... alors comment ça s'appelait cette arrivée ? C'était Cesena, je crois. Non, c'était Cesena, c'était le chrono. C'était Tortona. Je me souviens plus de cette étape où il y avait l'étape de Bergame qui était intéressante. Et pour moi, ça devait être Viareggio. Non, c'était donc l'étape d'avant. C'était Fonzombrone, où il y avait, cette petite montée du Cappuccini. Voilà, où pour moi, il y avait la possibilité sur ces journées-là de faire du spectacle. Et puis, les coureurs avaient été très frileux. La pluie aussi avait peut-être annihilé certaines idées d'attaque, parce que c'est vrai que physiquement, c'est un Tour d'Italie qui a été compliqué. Il y avait eu pas mal d'abandons. C'est vrai qu'on avait eu aussi un Roglic qui était pas forcément au top de sa forme en début de course, un Roglic qui avait aussi une équipe qui était pas forcément excellente. Et puis on arrive au départ de cette 20e étape où on se dit c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, parce que jusqu'à maintenant on est resté un petit peu sur notre faim, quoi. Jusqu'à maintenant, la course n'a pas été très intéressante, ça n'a pas été spectaculaire. On s'était un peu ennuyé dans ce Giro, alors que on s'attendait quand même à avoir du spectacle. Et là, on se dit, ce fameux contre-la-montre qui, sur le papier, promettait peut-être pas un spectacle assuré, il va falloir que maintenant il y ait du spectacle sur une arrivée finale qui est quand même atypique, avec une route qui n'est pas très large, avec une route qui n'est pas vraiment goudronnée, qui n'est pas dans un super état. Et là, il va falloir être bon. Alors déjà, la veille, on avait eu Roglic qui avait testé son fameux vélo son vélo lors de la dernière montée, et on s'était dit, c'est peut-être pas une mauvaise idée de tester son vélo. Mais très clairement, on ne savait pas comment aborder correctement ce contre-la-montre. On savait juste que le changement de vélo était obligatoire, il y avait même une zone qui était réservée, mais il y avait beaucoup d'interrogations au départ, le matin à 11h. Départ qui était extrêmement tôt, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, parce qu'il y avait 3 salves de départ pour éviter que les coureurs soient tous bloqués au sommet de la montée. Donc c'était un contre-la-montre qui était vraiment atypique en termes d'organisation, parce que pour préparer ce chrono, il fallait démarrer très tôt. La journée avait été très longue pour les coureurs. Et puis on arrive à la dernière salve de coureurs. Et là on se dit, ça va être maintenant le match entre Almeida, Thomas, Roglic, parce qu'on se dit à ce moment-là, Joao Almeida, il est toujours un petit peu dans le coup. Et puis on a ce début de course. Alors dommage, pas d'écran splitté pendant une grande partie. Et puis on voit le changement de vélo de Roglic qui est très bien réalisé. Alors il faut savoir aussi qu'il s'était entraîné sur quelques coureurs auparavant du côté de la Jumbo pour faire un très bon travail de changement de vélo. Et là on voit que du côté d'Almeida, ça se passe aussi pas trop mal. Et on voit Geraint Thomas, et là déjà il y a ce moment du changement de vélo de Geraint Thomas, qui perd au moins 10 à 15 secondes sur ce changement de vélo, ou décide de changer de casque.
Alors, on se dit, mais alors, quel est l'intérêt de changer de casque? Je n'ai toujours pas compris l'intérêt d'avoir changé de casque, à part qu'il a perdu beaucoup de temps. Je me pose même la question jusqu'à quel point c'était pas un coup marketing, parce qu'on sait que la tenue du Giro, quand vous avez le maillot rose, c'est une tenue particulière. Je me suis demandé jusqu'à quel point c'était pas pour faire la promotion d'un casque maillot rose qui serait vendu après, parce qu'il y avait également aucun intérêt à changer de casque à ce moment-là de la course. Donc il perd déjà du temps. À ce moment-là, son premier intermédiaire était aussi en retrait par rapport à Roglic. Donc là, on se dit, ah, le match va être intéressant. On arrive dans ce fameux Monte Luzzari, début de montée à l'avantage encore une fois de Roglic, qui est presque revenu au niveau de Geraint Thomas. Donc là, on se dit, ça va être pas mal. Et puis, le malheur de Roglic de dérailler. Là, on se dit, putain, c'est pas possible, Roglic, c'est pas possible d'avoir ce malheur-là à chaque fois. C'était un peu comme Van Der Poel, quoi. Je me dis, putain, mais lui, dès qu'il arrive une guigne, c'est pour sa gueule, quoi. Enfin, Roglic, c'est Jean-Claude Schkoun, quoi, à ce niveau-là. Il déraille, parce que, grosso modo, alors, pour expliquer, il avait choisi, je crois que c'était un 44-40, un truc comme ça au niveau de son développement. Ce qui fait que quand on a les deux, le 40 à la, c'était 40-44 ou 44-40. Je sais plus, c'était dans quel ordre au niveau du chiffre, mais grosso modo, quand la roue, le développement à l'avant et les vitesses à l'arrière, le plateau et les vitesses derrière, c'est que grand pignon, petit pignon sont quasiment similaires, on peut dérailler beaucoup plus facilement. Et donc il faut être un peu doux avec son matériel et il passe en fait sur une sorte de gouttière au sol, un système d'évacuation d'eau au sol, et ça fait sauter la chaîne. Heureusement, il arrive à la remonter assez vite, mais il perd quand même 10-15 secondes dans l'affaire. Et là, on se dit, ça va être compliqué. Et en plus, à ce moment-là, on n'a plus les écarts avec Geraint Thomas. Donc on se dit, Geraint Thomas, il a dû revenir. Et puis, on reprend, ça doit être à 3 km de l'arrivée. 3 km et demi de l'arrivée. Et puis, on reprend Roglic un peu plus haut, à 2 km. 2 km. On se dit, bon, bah, là, à partir de maintenant, la pente est moins rude. Donc c'est peut-être trop tard, quoi. Avant le dernier kilomètre, c'est peut-être trop tard pour Roglic. Le temps qu'il a perdu à remettre sa chaîne, c'est peut-être du temps qu'il n'arrivera pas à rattraper. Et puis, surtout qu'il se démerde seul pour remettre sa chaîne. Il n'est pas vraiment aidé par le mécano de la Jumbo. Et puis là, presque un miracle, Geraint Thomas s'effondre complètement dans les forts pourcentages. Il n'a pas un bon coup de pédale, il n'arrive pas à trouver la solution. Almeida est dans une journée intéressante, mais pas suffisamment bon pour aller chercher Roglic. Et Roglic fait un festival dans les derniers kilomètres où il arrive à continuer à augmenter son avance et il gagne enfin le Giro. Il gagne enfin un autre grand tour que la Vuelta, parce que c'était un peu ce qu'on lui reprochait à Roglic, de dire à part la Vuelta où souvent il y a un peu moins de concurrence, le Giro et le Tour, bon, ça s'est toujours refusé à lui, et surtout que son début de Giro était pas bon, était pas excellent pour Roglic. Sur les étapes de montagne, il avait vraiment souffert. Et là, on se dit, il a enfin gagné le Giro. Enfin, il gagne un autre grand tour. Et surtout, on se dit, heureusement pour lui, parce que sinon, son statut du côté de sa formation aurait certainement été différent et qu'il aurait eu du mal à continuer à courir en ayant un vrai statut de leader à la Jumbo. À ce moment-là, on ne pensait pas qu'il allait quitter la Jumbo et rejoindre la Bora. On pensait que son contrat était bloqué. Et je me dis, ça fait du bien pour Roglic. Parce que c'est quand même un mec qui a tellement galéré, surtout à l'année 2022. C'est une année vraiment très difficile pour lui. Que de se dire qu'il a enfin gagné un deuxième grand tour différent, ça fait du bien. Et puis, c'est un coureur qui est atypique quand même, Roglic, mais son état d'esprit, je trouve, est souvent intéressant. C'est un coureur qui est quand même combatif, qui se bat sur le vélo. On l'a vu notamment se remettre l'épaule, quoi. Je crois que tous les coureurs n'auraient pas eu ce comportement-là, un petit peu de taré. Et c'est un battant. C'est un coureur qui en plus a beaucoup fait pour Jumbo, le Toenel. Parce que quand il arrive au départ dans l'équipe, je crois qu'elle a... je ne sais même pas si elle a 10 victoires dans l'année. C'est lui qui a été la première pierre de l'édifice aujourd'hui de domination de la Jumbo-Visma. Ça a été la première pierre.
Et je trouve que du côté de la Jumbo-Visma, on n'a pas été très reconnaissant sur Roglic. On l'a beaucoup critiqué quand même sur les 2 dernières années. Et je trouve ça un peu tristoun, voilà, du côté de Primoz Roglic, mais qui retrouve une autre stature du côté de la Bora, et je trouve d'autres ambitions du côté de la Bora, et ça sera intéressant à suivre en 2024. On passe tout de suite au 6e moment marquant de la saison. 6e moment marquant de la saison, ma course préférée, j'en avais même fait une vidéo qui raconte un petit peu ma passion pour cette course, Paris-Roubaix. L'édition 2023 de Paris-Roubaix, c'est une belle édition. C'est une belle édition parce que on a déjà ce duel Van Aert-Van Der Poel au départ de la course. On a ce duel. On a cette échappée au long cours, comme d'habitude, avec notamment un Walscheid, comme souvent. On a aussi des chutes, du spectacle, des rebondissements, comme chaque année. Et puis il y a toujours des surprises. La surprise cette année, c'est de Genkolb, la surprise de Paris-Roubaix. On a eu tous les ingrédients qui font de cette course une course qui n'est pas habituelle dans l'année, une journée pour moi vraiment à part dans la saison. Paris-Roubaix, c'est vrai qu'à chaque fois on dit que c'est une Flandrienne. Pour moi, c'est pas une Flandrienne, c'est vraiment une course à part, parce qu'une Flandrienne, le Tour des Flandres, déjà les pavés sont en montée, on prend les pavés beaucoup moins vite, on a beaucoup moins de kilomètres de pavés aussi. On peut pas comparer pour moi un Tour des Flandres d'un Paris-Roubaix juste en disant bah oui mais c'est des pavés. Non, parce que c'est pas du tout la même course. Pour moi, les seules épreuves qui sont on va dire comparables, c'est le Grand Prix de Denain dans sa nouvelle version, c'est le Samin aussi parce que les secteurs sont pas en énorme montée sur le Samin, mais on peut pas comparer ça à d'autres classiques comme le Tour des Flandres. Ça n'a rien à voir Paris-Roubaix. C'est une classique qui se court beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus nerveuse. L'entrée dans les secteurs se fait pas aller à 25 km/h. L'entrée dans les secteurs, elle se fait à 50, 55 parfois, voire plus quand on arrive dans la trouée d'Arenberg. Il y a eu aussi cette trouée d'Arenberg qui a encore fait mal aux coureurs, mais mal aussi au matériel. On se souvient de Derek Guy avec sa roue complètement explosé, le coureur d'Israël, qui à ce moment-là n'était pas l'une des révélations de la saison. Et moi j'ai été impressionné par ce Paris-Roubaix, par le rythme de ce Paris-Roubaix, par cette surprise de Genkolb. Pour moi, de Genkolb, ça a été une véritable surprise. Il y a aussi de l'insolite dans Paris-Roubaix. Il y a toujours des situations insolites qu'on ne voit qu'à Paris-Roubaix. Par exemple, Walscheid, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est obligé de faire signe à la caméra moto qu'il a un problème technique pour que sa voiture puisse remonter le peloton. Parce qu'il n'avait pas sa voiture derrière et qu'il était bloqué sur le grand plateau. Il y a toujours des séquences improbables à Paris-Roubaix. Parce que c'est du cyclisme, je dirais presque à l'ancienne. C'est du cyclisme où tu es obligé de te débrouiller seul. C'est du cyclisme où l'oreillette ne sert pas à grand-chose. C'est du cyclisme où l'intelligence tactique est peut-être prône et prime encore plus que d'habitude. Et ce final, alors ce final un petit peu en eau de boudin, est-ce qu'on pourrait reprocher à Paris-Roubaix? C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement, parce que c'est vrai que tout est bien jusqu'à cette chute de Genkolb, ce problème technique de Van Aert avec l'attaque de Van Der Poel, et on finit un petit peu en eau de boudin sur la fin, avec Philipsen qui fait aussi un énorme travail pour éviter les attaques de ses adversaires dans le groupe de contre. Et c'est vrai qu'on a un petit peu tristoun, voilà, de cette fin de Paris-Roubaix. Mais sinon, on a eu quand même un super match, un super combat. Il y a toujours des leaders qui ont plus de mal à s'en sortir. Christophe Laporte qui a une course catastrophique où il crève vraiment au pire moment. Une course qui se refuse un peu à Christophe Laporte depuis quelques années. Les quick-step qui sont hors du coup. Encore une fois, et puis un Philipsen qui finit deuxième derrière Van Der Poel et qui prend acte pour l'avenir également. C'est-à-dire qu'on se dit que Philipsen, dans les années à venir, ça sera peut-être un coureur très dangereux sur les pavés, mais c'était une belle édition de Paris-Roubaix. Il y a des éditions qui sont parfois un peu plus tristounes,
de Paris-Roubaix. Là, on a eu une belle édition. Et puis avec un rythme d'enfer, comme tous les derniers Paris-Roubaix, on va de plus en plus vite. Ce qui fait que cette course devient de plus en plus nerveuse aussi, de plus en plus intense, parce qu'il n'y a plus vraiment de temps mort maintenant à Paris-Roubaix. L'échappée a toujours beaucoup de mal à sortir. Les premiers secteurs, qui étaient avant des secteurs un petit peu de repérage sur comment fonctionne le matériel, on roulait pas très vite sur les premiers secteurs. Maintenant, dès les premiers secteurs dans le Valenciennois, on a parfois des mecs qui se font avoir. Le seul temps mort, je dirais vraiment, c'est en haut de la Trouée d'Arenberg et un passage vers 110-115 km de l'arrivée où il y a toujours un petit temps mort où on se ravitaille avant d'accélérer pour accéder à la Trouée d'Arenberg. Et puis ce sommet de la Trouée d'Arenberg où il y a un petit peu parfois des moments d'accalmie, sauf que cette année ça n'a même pas été le cas. C'est à ce moment-là que ce groupe avec De Genkolb sort. Et ça a été une belle édition parce que sur les 100 derniers kilomètres, il n'y a vraiment pas de temps mort. C'est vraiment une énorme bagarre avec ces coureurs qui sont dans l'échappée également, qui font de nombreux kilomètres dans l'échappée. Enfin voilà, ça a été une belle édition 2023 de Paris-Roubaix. Donc c'est pour ça que ça fait partie pour moi des moments marquants. Dommage, cette fin de course un petit peu en eau de boudin. On passe au top 5. Premier participant de ce top 5. Geoffrey Soupe. Ah bah Geoffrey Soupe, c'est le moment le plus surprenant de l'année. Ça, sans aucun doute. Mais c'est le moment le plus surprenant où je suis derrière la télévision. Là, je me dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je suis derrière l'écran d'ordi ce jour-là. Je me dis, mais putain, c'est complètement improbable sa victoire. Enfin, c'est un truc, moi, personnellement, que je n'ai jamais vu. Je regarde du cyclisme depuis, encore une fois, 20 ans, assidûment. C'est la première fois en 20 ans où je vois un mec s'imposer au sprint, alors que techniquement, au départ, il a une cote de 400 contre 1, de 500 contre 1. Enfin, Geoffrey Soupe, personne ne s'attendait à ce que ça soit lui qui gagne ce jour-là. Parce que déjà, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ce sprint. De base, le sprinter à Total Energy sur cette Vuelta, c'était Dries Van Gestel, qui avait en plus été performant, où il avait pris une belle 4e place en début de Vuelta. Et on se dit, bon, Geoffrey Soupe, il va emmener Van Gestel, voilà, ça va être le poisson pilote, il va le placer, et puis après Van Gestel se débrouillera. Même si c'est vrai que le jour d'avant, il avait pris une 9e place. Mais on s'était dit, bon, la 9e place, c'était un sprint qui était assez particulier, c'était tout plat, il y avait pas mal de vent en plus, ce qui avait gêné la progression des coureurs. Là, Geoffrey Soupe sur cette étape-là, je me dis absolument pas qu'il va sprinter, mais il fait pas partie des leaders, il fait pas partie des favoris, il fait pas partie des outsiders, mais il fait même pas partie des grosses cotes. C'est-à-dire, au départ de cette étape, il fait pas partie des grosses cotes, Geoffrey Soupe. C'est-à-dire, on ne s'imagine pas, enfin, je ne m'imagine pas du tout à ce moment-là qu'il va faire le sprint. Et puis, on est sur une étape qui n'est pas hyper passionnante en plus. C'est-à-dire que cette étape-là, bon, elle n'est pas hyper spectaculaire. Voilà, il y a une échappée qui part assez vite le matin à midi, et puis après, le peloton gère son rythme pour gérer l'écart avec les favoris. Jusqu'à 5 km de l'arrivée, il se passe pas grand-chose, quoi. Hein. Voilà, on récupère les mecs dans l'échappée, bon. Et puis déjà à 5 km de l'arrivée, on a un rond-point, et il y a une chute dans ce rond-point. Et notamment Milan Menton, qui est out à ce moment-là. Et puis on a également des coureurs d'Alpecin qui tombent, parce que ça tombe assez haut dans le peloton. Mais bon, je me dis, Philipsen, il est tellement au-dessus depuis le début de course que il devrait pas être gêné. Et puis derrière, à partir de 3 km de l'arrivée, on a une portion un peu technique. Et puis Alpecin se fait un peu dépasser. Alors je crois que c'est par EF. Je sais plus c'était quelle équipe qui passe devant à 3 km dans une section un peu technique. Bon. Je me dis, mais bon, Philipsen est au-dessus. Il se recale derrière, parce que comme il a moins d'équipiers, comme ça il sera protégé. Et puis ensuite, à partir de, je crois que c'était 1 km 800 de l'arrivée jusqu'à 300 mètres, on est sur un énorme avenue hyper large. Et là, c'est vrai que Philipsen n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et surtout, ça remonte de l'arrière. Et notamment, je m'aperçois juste avant le virage, parce que les plans de caméra étaient un peu foireux, mais je m'aperçois au virage aux 300 mètres, à peu près où il était 300-350 mètres,
que il y a un coureur Total Energy qui remonte. Dans un premier temps, je n'arrive pas à remarquer qui c'est. Et puis au moment du virage, je me dis, ah, bah c'est Geoffrey Soupe. Mais je me dis, vu comment il prend le virage, il va peut-être avoir du mal à sortir. Parce que le virage, c'était vraiment un virage à 90. Et je me dis que la trajectoire intérieure, c'est pas la meilleure. Parce qu'il va falloir vraiment mettre un gros coup de frein. Et ça va peut-être être compliqué. Sauf qu'en fait, il prend parfaitement son virage, Geoffrey Soupe. Et c'est là où il fait la différence. Et après, derrière, tous ceux qui ont pris le virage par l'extérieur, n'ont pas réussi à prendre le virage plus vite que Geoffrey Soupe. Et en fait, dans sa roue, il a que Jasper Stuyven. Sauf que Jasper Stuyven, il n'est pas dans la forme de sa vie. Et je me dis, 350 mètres, c'est quand même un long sprint. Stuyven va lui passer devant. Ou, je sais plus, je crois qu'il y avait Consoni également qui était pas mal. Et je me dis, bon, ces mecs-là, ils vont lui passer devant. Eh bien non, ils lui passeront jamais devant. Et il fait un sprint assis sur la selle, mais vraiment en costaud. Et je me dis, putain, c'est le truc le plus improbable de l'année. Une victoire de Geoffrey Soupe. Mais improbable en plus dans le bon sens. Vraiment, j'étais heureux pour lui. Mais c'est le truc vraiment le plus improbable de l'année. Et encore une fois, en 20 ans de cyclisme, j'ai pas souvenir d'avoir vu un mec gagner un sprint comme ça en étant vraiment pas parmi les favoris. C'est-à-dire vraiment énorme surprise, grosse cote. Parce que, par exemple, en 2003, vous avez Jean-Patrick Nazon qui gagne aux Champs-Élysées. Mais Jean-Patrick Nazon, il avait déjà fait des résultats sur les étapes précédentes. Même Jordi Meeus, parce que Jordi Meeus il fait quand même des top 10 cette année sur le dernier Tour de France. C'est déjà un peu une surprise, mais c'est pas à ce niveau-là quand même, Jordi Meeus. Et même Vermeulen, par exemple, quand il arrive, on sait déjà qu'il a des qualités au niveau du sprint sur le Tour de Catalogne en 2022. J'ai pas souvenir vraiment d'un sprint comme ça remporté avec un mec où c'est autant une surprise. Après, c'est peut-être déjà arrivé, mais là, j'ai vraiment pas souvenir. Et là, putain, je me dis, c'est chapeau. C'est bien aussi pour Total Energy parce que l'année n'a pas été formidable, surtout le début de saison où ils ont été un petit peu en manque de résultats. Certes, ils font un Tour de France qui est intéressant, notamment avec Pierre Latour, notamment avec Burgodeau. Mais il y a la chute de Stef Kras qui arrive au bout de 4-5 jours de course et il misait énormément sur Stef Kras pour faire un top 10. Alors là, Stef Kras il revient sur la Vuelta, mais bon, tu sais qu'il n'est pas en aussi bonne condition physique que sur le Tour de France. Ce Tour d'Espagne, t'as pas vraiment beaucoup de conviction au départ, à part pour Van Gestel peut-être. Et là, cette victoire de Geoffrey Soupe, je me dis, elle fait du bien. Alors oui, Geoffrey Soupe, il fera peut-être pas partie du top 20 des coureurs Total dans 2 ans pour que ces points-là soient conservés. Mais je me dis, c'est une belle victoire, ça va faire du bien à l'équipe. Ils vont être heureux. Et puis surtout pour Geoffrey Soupe, c'est un peu l'équipier modèle ces dernières années. Le mec qui fait le sale boulot, qui a fait le sale boulot chez Total pour placer des sprinters, notamment Bonifacio, qui a fait le sale boulot également pour placer Nasser Boigny, qui n'était pas non plus énormément récompensé parce qu'il faisait souvent du très bon travail pour placer ses sprinters, mais ensuite ses sprinters avaient parfois du mal à faire un bon résultat, ou parfois il manquait un train vraiment complet pour aider ces sprinters-là. Et enfin, il a la consécration du Grégario un petit peu. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir d'avoir ce travailleur modèle, ce mec qui gagne pas des 1000 et des 100, parce que quand vous êtes équipier dans une équipe World Tour, Pro Series, faut pas croire que vous gagnez 10 000 euros par mois, surtout dans une formation comme Total, qui a 35 ans, a toujours la passion pour être coureur cycliste et qui se dépasse et qui arrive à gagner cette victoire. Ça fait vraiment plaisir. Moi, j'étais très heureux pour Geoffrey Soupe, surtout que c'est un coureur qui, au tout début de carrière, la FDJ était arrivé avec Desmar, avec Boigny. C'est un peu cette même génération de sprinters et s'est retrouvé dans l'ombre de ces deux coureurs-là parce que il n'a pas forcément réussi à obtenir des gros résultats tout de suite dans sa carrière, et surtout il y a eu quelques résultats sur des Coupes de France, mais sur des grands sprints internationaux, il n'avait pas eu forcément des résultats intéressants. Il rejoint la Cofidis en étant poisson pilote de Nasser Boigny, sauf qu'on sait très bien que Nasser Boigny et la Cofidis, ça s'est vraiment pas bien passé. Alors lui, il est resté un peu après chez Cofidis, mais c'est vrai qu'il avait du mal à trouver sa place. Il rejoint Total. Là, chez Total, il a encore ce rôle d'équipier, mais il n'a pas forcément le leader sprinter qui peut faire un top résultat. Et puis surtout, les années
commence à passer. Il est peut-être moins fort physiquement aussi, Geoffrey Soupe. Et puis là, il arrive à obtenir ce grand résultat dans sa carrière. Il peut dire, je suis vainqueur en grand tour d'un sprint. Ils sont pas des millions à pouvoir dire ça. Donc, non, chapeau. Et puis moi, j'étais très content. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un coureur comme ça qui s'impose. On passe tout de suite au numéro 4 dans ce classement. Le numéro 4, ça c'est aussi un moment où je me suis levé devant ma télévision. Je regardais la chaîne L'équipe ce jour-là et où le suspense dans le dernier tour m'a fait vraiment plaisir. J'étais content. C'est Christophe Laporte, champion d'Europe. Alors, bon, certes, pour Christophe Laporte, ce titre de champion d'Europe, c'est quelque chose d'important. Ça montre qu'il maintenant fait partie des meilleurs coureurs du monde, aussi Christophe Laporte. Et puis ça montre que c'est un coureur qui peut aussi compter sur sa sélection. Ça confirme également son titre de vice-champion du monde qu'il avait obtenu en Australie en 2022. Et puis surtout, il avait une course compliquée au championnat du monde. Ça s'était pas bien passé cette année. Bon, pour la France, ça s'était pas bien passé puisque c'est Madouas qui est 15e à l'arrivée, donc ça avait été une course compliquée. Et là, Christophe Laporte, on est aussi sur un circuit qui était très technique du côté des Pays-Bas. Et du côté de Christophe Laporte, bon, ce titre de champion d'Europe, c'est bien, mais c'est pas ce que je retiens le plus. Ce que je retiens le plus dans cette victoire, c'est la manière. C'est la manière dont ça s'est déroulé. C'est le spectacle. Et le spectacle que j'ai aimé derrière la télévision ce dimanche après-midi du mois de septembre, où là j'ai pris un vrai plaisir à regarder cette course sur un parcours qui était considéré comme facile au tout début. C'est vrai qu'on nous avait dit le parcours des championnats d'Europe, ça serait un sprint, presque un sprint massif, et puis voilà quoi. Sauf que sur le papier ça pouvait être ça, sauf que dans la réalité, c'était un parcours qui était très technique, il y avait pas mal de changements de direction. En fait, c'était un parcours qui se décomposait en deux parties. Il y avait une partie où on était sur des belles routes habituelles des Pays-Bas, avec des routes assez larges et toutes plates. Et puis, il y avait toute une portion technique dans un parc qui était vraiment pas évidente pendant 4-5 km, et notamment avec des passages en faux plat montant, une côte qui était plus difficile que prévu, un passage pavé également, et surtout pas mal de virages dans ce final. Et c'est vrai que on a, je pense, sous-estimé la difficulté de ce parcours, et en plus on a sous-estimé le fait que les équipes ont voulu faire la course. On a vu notamment la Belgique, on a vu les Pays-Bas, on a vu la France, l'Italie aussi, pas mal animer cette épreuve et créer une course de mouvement. Le parcours ensuite, qui était technique, a fait que c'était une course où il fallait toujours être bien placé, parce qu'on voyait notamment le stand des ravitaillements qui n'était pas facile à franchir, et il fallait toujours être bien placé, parce qu'on pouvait tomber très facilement, et parce que surtout la route n'était pas large, donc dès qu'on était mal placé, il fallait faire un énorme effort pour se replacer, et ça coûtait énormément d'énergie, surtout que la course, à partir de 100 km de l'arrivée, il n'y a pas eu de temps mort non plus sur ces championnats d'Europe. Et pour tout vous dire, moi je voulais regarder ces championnats d'Europe, mais j'étais pas forcément hyper emballé par cette course. Voilà, je me disais, le week-end, c'est un week-end de championnat du monde. Bon, cette année, il n'y a pas les championnats du monde parce qu'ils sont décalés en août. Et je me disais, il n'y a pas grand-chose d'autre à regarder à la télévision. Je me dis, ça va faire une vidéo sur la chaîne YouTube. Je me disais pas, on va avoir une course spectaculaire. La veille, je regarde la course féminine. Je me dis déjà, le parcours est pas mal sur la course féminine, avec cette victoire de Mischa Bredewald. Et là, sur la course masculine, en plus, il y a eu un énorme spectacle. Et puis après, il y a ce coup de force. Ce coup de force qui se déroule en deux parties. À 2 tours de l'arrivée, vous avez cette accélération de Sandy Dujardin, on s'aperçoit qu'il est à ce niveau-là de course. On se dit, ça c'est une belle surprise aussi, qu'il soit à ce niveau-là de performance. Après, un coup d'accélération des Italiens, et Sandy Dujardin décide d'accélérer pour Christophe Laporte. Et puis Christophe Laporte fait la descente à fond, descente qui était technique. Il arrive à faire un petit écart. Bon, ensuite il se fait rattraper. Bon,
On se dit, c'est peut-être dommage, il a peut-être grillé une cartouche à ce moment-là. Et puis en fait, non, c'était juste une tentative pour voir qu'on pouvait faire des écarts à ce moment-là. Et puis à un tour de l'arrivée, bah là encore, alors avec un Sandy Dujardin qui fait un effort beaucoup plus court, mais Christophe Laporte qui décide de s'en aller vraiment sur la dernière partie de la côte et qui réussit à faire un écart. Et faire un écart plus important. Et surtout derrière, on se regarde un peu. Alors pendant 1 kilomètre, parce qu'après derrière ça collabore bien, mais Christophe Laporte il est vraiment lancé. Il arrive à garder son avance de 10-15 secondes. On se dit à ce moment-là, tout va jouer dans le dernier passage, dans ce fameux parc, avec cette fameuse bosse. Et là on se dit, bah il faudra être costaud. Et Christophe Laporte, il prend vraiment des trajectoires au cordeau, il fait vraiment les efforts pour prendre des trajectoires parfaites. Sandy Dujardin en plus derrière a du mal à vraiment bloquer les relais entre les différents leaders. On sent qu'il est déjà content d'être là à ce niveau-là et qu'il a du mal à s'imposer vraiment à bloquer les relais parce que on lui met un petit peu des petits coups de pression dans le peloton. Et puis Christophe Laporte, l'écart diminue. On voit Dely, on voit Olaf Koy aussi, on voit Van Aert, et là on se dit à ce moment-là, ça va être compliqué. On voit que ça revient dans le passage pavé. Je trouve que dans le passage pavé, le coup de pédale est peut-être plus aussi aérien. Il y a cette petite descente, et puis là on se dit, ça va revenir de l'arrière, et puis il lance son sprint, Laporte, et puis ça reviendra jamais de l'arrière. Il arrivera toujours à garder ce petit demi-vélo d'avance. Et moi, ce final, vraiment, où il fallait pas être cardiaque, eh bien, j'ai adoré sur cette course. Donc, j'ai vraiment pris énormément de plaisir dans le final de cette course des championnats d'Europe. C'est pour ça que pour moi, c'est un moment marquant. On passe tout de suite à la première marche du podium. Première marche du podium, le Grand Prix E3 en cette année 2023, cette fameuse course qui a toujours lieu un vendredi, qui est un petit peu la répétition du Tour des Flandres. Et j'ai envie de dire que c'est la seule fois de l'année où on a eu les trois ogres des classiques ensemble. Et à un niveau assez proche, entre Van Aert, Van Der Poel, Pogačar. La course se décante quand même très loin de l'arrivée, on est à plus de 90 km de l'arrivée, on a déjà des tentatives de Van Der Poel. Avec Van Aert qui est tout de suite dans sa route, tu sens que vraiment Van Aert se méfie comme du lait sur le feu de Van Der Poel, mais vraiment. Et puis ils arrivent à sortir tous les trois, je crois qu'on est à plus de 50 bornes de l'arrivée, quand ils partent tous les trois. Et cette dernière heure et demie de course, on a eu ce match, on a eu ces accélérations, ces coups de butoir à plusieurs reprises, où tu sens que les trois veulent essayer, t'en as toujours un qui veut essayer de faire craquer l'autre. On veut faire craquer Pogačar, on sent que Van Aert est un petit peu moins bien que les deux autres quand même physiquement, mais il est toujours là, il arrive à s'accrocher. Pogačar se méfie aussi de Van Der Poel. Van Der Poel a peut-être montré qu'il était trop fort trop tôt. Et puis on a ce combat entre les trois. Et puis à la fin, à la surprise, c'est un petit peu Van Aert qui s'impose. Je crois me rappeler devant Pogačar et Van Der Poel. Mais on a surtout une super course en fait. Et c'est la classique flandrienne où j'ai pris le plus de plaisir à regarder. Parce qu'il n'y a pas ce côté comme sur Paris-Roubaix, qui n'est pas une classique flandrienne déjà, mais qui est une roubaisienne. Mais il n'y a pas ce côté où ça se finit un petit peu en eau de boudin. Vous savez que c'est mon problème avec Paris-Roubaix cette année, c'est que ça fait un peu pchit. Et puis en plus, il y a cette surprise un petit peu de Van Aert. Et je me dis à ce moment-là, à l'arrivée de la course, est-ce que 2023, ça ne sera pas l'année de Van Aert ? L'année où cette victoire va lui faire du bien, il va prendre enfin conscience qu'il a la capacité véritablement de s'imposer, de battre les meilleurs, d'aller taquiner les meilleurs sur cette course. Je me dis, est-ce que c'est pas l'année ou jamais pour Van Aert de plus avoir ce complexe d'infériorité face à Van Der Poel ? Puis la suite de l'année nous montrera que non, ça sera peut-être même la plus mauvaise saison de Van Aert depuis longtemps, il faut bien le dire. Parce qu'à part à Gand-Wevelgem, et encore une fois à Gand-Wevelgem, on peut pas dire qu'il y avait autant d'adversité que sur les autres courses du calendrier. Et sur ce Grand Prix O3, j'ai pris beaucoup de plaisir. Enfin, ce Grand Prix O3, ce Saxo Bank 3, parce que non, il a un autre nom. Et surtout, j'aime bien cette course. C'est une course que
j'ai découvert un peu sur le tard parce que bon, bah, quand on est écolier le vendredi, en plus, moi souvent je sortais pas plus tôt le vendredi dans ma scolarité, à part quand j'étais au lycée, mais quand j'étais au lycée, j'avais des activités extrascolaires après les cours, notamment mon année de terminale. Où, je finissais à 15h, mais après je faisais d'autres choses, donc j'avais pas le temps de regarder le cyclisme et ce genre de course. Et donc c'est une course que j'ai découvert vraiment après mes études. Je suivais les résultats du Grand Prix E3, mais j'avais rarement le temps de la regarder, cette course. Et tout de suite, j'ai pris du plaisir parce que pour moi, je regardais grand, je regardais les courses de début de saison, le Het Nieuwsblad par exemple, mais j'avais du mal à trouver une course qui soit vraiment totalement la course de préparation pour moi pour le Tour de Flandre. Et ce Grand Prix E3 pour moi, c'est la course vraiment de préparation pour le Tour des Flandres. Et c'est vraiment une course que j'ai appréciée. Et encore plus en cette année 2023 parce que ça s'est décanté de loin, parce qu'on avait les trois gros qui ont voulu faire le spectacle aussi. Et ça nous a donné un magnifique spectacle. Donc voilà, très content de ce Grand Prix E3. Et pour moi, ça fait partie des moments marquants de cette année 2023. Le deuxième, dans ce classement, j'ai hésité entre les deux premières places. J'ai hésité très longtemps. Mais j'ai mis la retraite de Thibaut Pinot et surtout cette fameuse étape du Markstein. Cette étape du Markstein qui a été déjà une étape aussi assez spectaculaire, parce que c'était une étape qui était très courte, où il y a une vraie bataille pour aller prendre l'échappée. Et on sait à ce moment-là déjà qu'il y aura le virage Pinot. On sait déjà qu'il y aura le virage Pinot. Alors on a du mal à... Moi je me souviens, parce que bon, c'était prévu par la Fédération Française de Halouse, mais je me dis, bon, il a un gros fan club, mais j'ai du mal à m'imaginer l'ambiance que ça va être dans ce fameux virage Pinot. J'avais du mal à me dire que je pensais qu'on allait avoir une bonne ambiance, mais avoir un truc aussi énorme que ça, avec une organisation aussi très bien en place, et à 11h, 10h30, je vois sur Twitter la vidéo de France TV Sport, avec Marion Rousse, avec la voiture de France TV Sport, la voiture qui ne peut plus avancer. Et là, je me dis, déjà, j'espère que ça va pas être trop le boxon, que les coureurs pourront passer, on va dire, tranquillement, et qu'il n'y aura pas de soucis sur la course. Mais je me dis aussi, ah oui, là, on n'est pas dans la même situation de course. Mais je me dis quand même que j'ai peur le matin que Pinot ait du mal à prendre l'échappée parce qu'il a fait quand même des efforts. Alors même s'il y a eu, on va dire, 2 journées où il est resté dans le peloton, c'était pas des journées calmes quand même dans le peloton parce que c'est 2 journées où il y a une bagarre entre échappée et sprint sur les 2 dernières étapes, enfin l'étape 18 et 19 de ce Tour de France. Et je me dis, je sais pas si il va pouvoir repartir en échappée. Et puis surtout, je me dis qu'il y a beaucoup de coureurs qui voudront être dans l'échappée. On sait aussi que Pogacar veut la gagner, celle-là. Donc est-ce qu'il sera parti à un gros groupe? C'est pas sûr. Et puis on a ce groupe qui part, notamment avec Ciccone. Et là je me dis, ah déjà, Ciccone, bon, on sait qu'il va prendre l'échappée pour le maillot. Mais surtout, je me dis que Ciccone, son objectif c'est le maillot à poids. Donc c'est pas un adversaire. Et puis je vois aussi Warren Barguil. Et je vois qu'il y a pas mal de coureurs français. Là je me dis à ce moment-là, je pense qu'il va y avoir une coalition. Je pense, puis il y a Madouas aussi. Et je me dis, bon, Madouas en plus c'est pas en grande condition sur ce Tour de France. Donc je pense qu'il va travailler pour Pinot. Et je me dis, déjà, on a 50-60% du travail qui est fait. Il y a Thibaut Pinot qui est dans l'échappée. Et puis, l'échappée a un peu du mal à collaborer. Parce que les coureurs sont fatigués, parce que chacun a des objectifs différents. Et puis on est à 70 bandes de l'arrivée, je crois un truc comme ça, 60-70 bandes de l'arrivée. Et puis Thibaut Pinot, il décide de s'en aller seul, en fait. Il décide de se dire... L'échappée en plus prend jamais beaucoup d'avance, c'est 2 minutes 30, 3 minutes grand max avec le peloton, parce qu'encore une fois, du côté du AE, on veut faire le job. Il y a une descente en plus qui est technique, je me dis... Putain, la descente est technique. On sait que Thibaut, des fois, il aime pas trop ça.
Et puis, il part tout seul. Derrière, dans le peloton, il y a la chute de Rodriguez et de Sepkus. Donc je me dis déjà, ça c'est aussi une bonne nouvelle parce que Jumbo aura peut-être pas autant d'équipiers que prévu et surtout ils perdent le lieutenant. Je me dis par contre, comme Carlos Rodriguez est tombé, forcément il va y avoir également les comptes d'apothicaire de certains coureurs qui vont vouloir lui passer devant au classement général. Et c'est vrai que ça roule quand même fort pendant toute la journée. Mais je me dis, Thibaut Pinot, il va passer en tête dans le virage Pinot. Et alors là, on a... Enfin, ça a été le 14 juillet, quoi. Enfin, c'était un feu d'artifice, cette séquence qui est exceptionnelle. Avec en plus certaines personnes qui sont surprises. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait tellement de monde dans le virage Pinot que la borne 4G était saturée. Donc ça veut dire que les mecs n'avaient pas les infos foncièrement de ce qui se passait. Et cette joie, mais on avait l'impression d'être dans un stade de foot. Et je me dis qu'il n'y a que Thibaut Pinot aujourd'hui qui est capable de réunir autant de monde derrière un coureur comme ça. Qui arrive à... Encore une fois, Thibaut Pinot, il restera dans l'histoire parce que déjà, j'ai toujours dit Thibaut Pinot, c'est un coureur qui est clivant. C'est-à-dire, soit on l'aime, soit on le déteste, Thibaut Pinot. Et surtout, il laisse pas indifférent dans sa manière de vivre, dans sa manière de faire les choses. Il laisse pas indifférent. Alors oui, certains lui reprocheront son palmarès qui était peut-être pas en attente avec son niveau. Moi, je considère que quand on fait notamment 5e cette année du Giro, quand on est 2e d'un Tour de France, 3e d'un Tour de France en étant au maillot blanc, qu'on gagne des très belles étapes également sur le Tour de France, je pense qu'on n'a pas grand chose à se reprocher. Mais surtout, je pense qu'il restera, s'il y avait un héritage Thibaut Pinot, c'est ce fan club. Je pense que c'est son héritage. Et il y a beaucoup de coureurs, quand ils arrêtent, au bout de 3-4 ans, on ne se souvient plus d'eux. Il faut bien le dire, parce que ils n'ont pas été hyper marquants dans leur carrière, dans leur manière de... Par exemple, un Kelderman, le jour où Kelderman il arrête sa carrière, 3 ans après, puis personne ne s'en souviendra. Pinot, ça fait partie de ces coureurs qui, dans 25 ans, 30 ans, 40 ans, on se souviendra encore d'eux. Comme Poulidor, comme Bernard Hinault, comme par exemple un Nibali. Je pense que dans 20 ans, Nibali, on s'en souviendra toujours. D'un Valverde pour sa passion pour le cyclisme, comme Rebellin aussi, qui les gens se souvenaient encore de lui alors qu'il courait plus dans des grosses équipes, Rebellin, avant sa mort. Malgré le fait qu'il avait des casseroles au cul, mais cette passion pour le cyclisme avait fait passer Rebellin à un autre statut. Thibaut Pinot, que Virenque par exemple aussi, qui a un statut particulier en France, même si ça c'est un peu moins bien aujourd'hui que dans les années 2010. On lui reproche des choses qu'on ne reproche pas à certains coureurs. Mais je trouve que Thibaut Pinot, il a fait... son héritage et ce qui pourrait faire de sa fierté, je pense, c'est ce fan club. Parce qu'il a réussi à avoir un fan club et il a réussi à avoir une ferveur que beaucoup de coureurs lui envient, raisonnablement. Beaucoup de coureurs sont jaloux de ça. Parce que même en ayant gagné 4, 5 Tours de France, ils n'arriveront jamais à ce statut-là. C'est Thibaut Pinot. C'est un mec à part dans le monde du cyclisme. Et c'est pour ça que j'ai adoré cette étape. Parce qu'en plus, tout s'est passé... ça m'a rappelé un peu la fin de carrière de Martin Fourcade, qui termine sa carrière sur une victoire où tout se goupille parfaitement, et je crois qu'il fait un 20 sur 20, ou un 19 sur 20, je sais plus, pour sa dernière course de sa carrière, Martin Fourcade. Et tu te dis, tu sais, quand tu regardes la course en direct, je me souviens l'avoir vu en direct, je me disais, tout s'est cousu parfaitement, c'est-à-dire tout s'est enchaîné parfaitement sur sa course. Et c'est pareil avec Thibaut Pinot, c'est-à-dire que toute cette journée du Markstein, elle s'est enchaînée parfaitement bien. Tout a été presque parfait. Alors oui, il ne gagne pas l'étape, mais de toute manière, c'était peut-être pas la priorité sur ce jour-là. Je trouve que tout est ce panache,
cette ferveur du public, c'est Thibaut Pinot. Voilà, et je trouve que ça représente bien sa carrière. On passe tout de suite aux mentions honorables. Du côté des mentions honorables, il y en a plusieurs, alors que je vais aller assez vite, je pense, sur toutes. Cavendish sur le Giro. Bah oui, sa victoire sur la dernière étape du Giro. Alors, faut savoir qu'en plus, je l'ai regardé en replay parce que j'étais pas chez moi à ce moment-là et j'étais, pour vous dire, dans la voiture. Et je vois cette victoire de Cavendish. Et je me dis, mais comment il a fait? Et ensuite, j'apprends aussi que Geraint Thomas l'a aidé. Là, je regarde cette étape. Et c'est très drôle de voir quand même que là aussi, Cavendish, c'est une légende. Cavendish, pendant très longtemps, c'était pas le mec le plus apprécié du peloton. Parce que, déjà, quand il est arrivé dans le cyclisme, regardez ses interviews en 2007-2008, le mec, il avait un boulard. Mais un énorme boulard. Et puis, jusqu'à son passage chez Dimension Data, c'est pas le mec le plus appréciable, quoi. C'est un mec, moi j'avais du respect parce qu'il avait les victoires, mais le personnage cycliste, je m'intéressais pas des masses. Le personnage en soi. Le résultat du cycliste, je trouvais ça incroyable, mais le personnage en soi ne m'intéressait pas des masses. Et puis, il y a cette période de galère. Pendant 3 ans, quasiment, que dalle, quoi. Et notamment chez Bahreïn, où il arrive en 2020 avec la Covid, ce qui fait qu'il fait un très bon tour d'Arabie Saoudite où il aide énormément Boao. Je me dis à ce moment-là, on va se mettre poisson pilote. Et puis derrière, il y a cette. En fait, c'est son seul fait d'armes quasiment chez Bahreïn McLaren où il se retrouve en galère. Et on se dit à l'intersaison 2020, là, 2021, déjà, on ne sait pas trop qui va le recruter. Et puis surtout, on se dit, ça va être compliqué de le relancer. Mais j'avais quand même, au plus profond de moi, la conviction qu'il n'était pas fini, Cavendish. Parfois, vous avez comme ça des convictions, des intuitions qui sont basées sur des trucs, vous avez du mal à comprendre pourquoi c'est basé sur quelque chose. Et moi, j'avais l'impression quand même que Cavendish, avec son Tour d'Arabie Saoudite, qu'il avait encore des choses à montrer dans le cyclisme, plus en tant que poisson pilote qu'en tant que sprinter numéro 1. Et puis, il arrive chez Quick-Step, recrute dernière minute. Patrick Lefebvre avait un cœur ce jour-là, il était bien luné, il avait pris un bon café. Et puis son retour sur le Tour de France, où là, le mec enchaîne les victoires. Et puis derrière, chez Astana, sa deuxième saison chez Quick-Step est plus compliquée. Il y a cette victoire sur le Giro, mais il a du mal à avoir des top résultats. Et puis chez Astana, qui rejoint en début de saison, les débuts de saison étaient vraiment pas top. Son Giro, il a un peu du mal quand même sur les sprints, mais tu sens qu'il monte en puissance. Je me dis quand même, ça sera pas suffisant. Moi, sur la dernière étape, je voyais plutôt Milan, je voyais pas trop Cavendish. Et puis ce jour-là, Geraint Thomas, il lui dit, je vais rouler pour toi. Je vais rouler pour toi parce que comme tu es une légende, comme ce qu'ont fait certains coureurs pour Thibaut Pinot, par exemple Warren Barguil, il le fait lors de l'étape du Markstein, tu es une légende, je roule pour toi. Et il a tenu sa parole. Parce que Geraint Thomas, c'est un mec qui est resté assez simple quand même. Alors oui, on lui reproche sa manière de courir. C'est vrai qu'il est frileux, c'est pas le mec qui est le plus offensif. Mais je trouve qu'il est resté avec un état d'esprit assez simple. Et surtout, il a un respect pour les coureurs. Je sais qu'il a quand même été équipier à des moments où il aurait pu être leader, Geraint Thomas. Et il a fait le job pour Cavendish. Et puis après, Cavendish, il a réussi à se faufiler, à se placer. Et puis les jambes étaient bonnes. Alors j'aurais aimé qu'il se passe la même chose sur le Tour de France à Bordeaux. Bon, ça nous permet de prolonger sa carrière d'1 an. On sent que c'est vraiment l'objectif d'Astana, c'est de le faire gagner. Puis on verra si ça marche, ou si ça match, si ça marche, ou si ça ne marche pas sur cette étape.
Mention honorable également, Victor Lafay et Izaguirre sur ce Tour de France. Oui, Victor Lafay m'a fait lever de ma télévision parce que le coup du kilomètre, j'ai toujours aimé le coup du kilomètre. C'est un truc que j'aime. Je me souviens encore une fois de Cancellara du côté de Compiègne. Mais c'est surtout c'est quelque chose qui est assez rare, qui est très difficile à réaliser parce qu'il faut être costaud déjà physiquement. Mais il y a certaines journées où ça ne peut pas marcher, il faut que le peloton soit un peu désorganisé, enfin voilà. Et Lafay, il a vraiment senti le coup, il attaque vraiment pile au bon moment, et puis après, advienne que pourra, et puis bon, il gagne. Donc c'est déjà la surprise de la victoire de Victor Lafay. Et puis la victoire de Yann Izaguirre également sur ce même Tour de France, qui je trouve est une victoire pleine d'intelligence, avec un énorme travail de Guillaume Martin pour casser les relais. Et vraiment une course intelligente de la part des deux coureurs de la Cofidis sur une étape qui était vraiment pas simple, avec des conditions climatiques qui étaient très chaudes. Et un Yann Izaguirre qui est peut-être pas le coureur le plus marquant des 10 dernières années, Yann Izaguirre, mais qui est quand même toujours un coureur qui est pour moi un spécialiste aussi des courses d'une semaine, qui arrive toujours à obtenir des résultats. Et là, c'est vrai que j'ai adoré sa victoire sur le Tour de France et surtout la manière dont ils ont couru chez Cofidis, la manière dont ils ont pris des risques. Et surtout, oui, moi j'étais content parce que Cofidis, ça faisait depuis 15 ans qu'ils attendaient cette victoire, depuis la fameuse victoire de Sylvain Chavanel du côté de Montluçon, que j'avais vu en direct à l'époque avec Jérémy Roy, qui était au tout début de sa carrière. À l'époque, Jérémy Roy, et c'est vrai que Cofidis, il y avait cette malédiction. Ils avaient gagné pourtant avec Lafay sur le Giro, ils avaient gagné avec Boigny sur le Tour d'Espagne, avec Rezou Serrada également. Mais voilà, le Tour de France, on ne sait pas pourquoi ça ne marchait pas. Il y avait une malédiction, comme le titre de champion de France sur route. Et là, ils ont enfin réussi à obtenir cette victoire sur le Tour de France. Le titre également de championne de France de la course en ligne chez les filles. Donc voilà, la malédiction commence à s'arrêter du côté de la Cofidis. Et surtout, je trouve que c'est une équipe qui travaille bien en ce moment. J'étais pas forcément un fan de la méthode Cédric Vasseur, mais il s'avère qu'il y a des résultats derrière. Donc c'est que ça fonctionne. La méthode est peut-être particulière, mais ça fonctionne. Les deux dernières étapes de plat, l'étape numéro 18, l'étape numéro 19 du dernier Tour de France avec la victoire d'Asgreen, la victoire de Mohoric. Deux étapes spectaculaires alors que j'en attendais absolument rien sur le parcours. Vraiment, je me disais, c'est l'étape de Poligny et je crois que l'autre c'était Bourg-en-Bresse. J'en attendais absolument rien. Vraiment, quand j'ai vu ça au départ du Tour de France, je me suis dit, il y en a une qui arrivera à l'échappée. Et puis, j'en vois une arriver au sprint et sur une étape extrêmement chiante. Et puis, non, parce que déjà le premier jour, il y a cette échappée de 4. Alors, pourtant, au départ, quand je vois une échappée de 4, je me dis, ça va être compliqué d'aller au bout, même si t'as Campenard, même si t'as Asgreen, je me dis, ça va être compliqué. Et puis, ils font le job jusqu'au bout. Pourtant, sur la fin, il n'y a plus beaucoup d'avance. Derrière, ça roule fort. Mais à 5 km de l'arrivée, je vois que ça roule fort, mais hyper désorganisé. Et là, je me dis, ça ira peut-être pas au bout du côté. Enfin, le peloton n'arrivera peut-être pas à les rattraper. Mais il ne faut pas que ça se regarde devant. Et puis devant, en fait, ils ne se sont jamais regardés. Je trouve qu'ils ont fait preuve d'une grande intelligence. Le plus fort à gagner, c'était Asgreen, qui sauve en plus la course des Quick-Step, qui avait été catastrophique jusqu'à ce moment-là. Et puis, j'ai adoré cette étape. Et puis le lendemain, bis repetita en fin d'étape avec Mohoric, avec Asgreen encore une fois. Et la victoire de Mohoric avec toute l'émotion derrière suite à la mort de Gino Meder. Je trouve également que ça a donné un côté humain à Mohoric, à cette équipe également, une Victorious. Et puis, je trouve que la victoire est belle et en plus elle est spectaculaire, vraiment, vraiment impressionnante. Autre moment marquant de l'année, la chute de Stephen Kung sur les chronos des championnats d'Europe. Encore une fois, je parlais de Gino Meder, mais du cyclisme qui reste dangereux. Ça montre aussi beaucoup de choses. Déjà que le protocole commotion aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour le faire respecter, parce qu'on voit bien que Stephen Kung n'était vraiment pas, sur la fin de course, n'était vraiment plus maître
maître de son destin, j'ai envie de dire, maître vraiment de, son, de ses réactions et de son comportement au niveau physique. Et moi, je comprends pas comment les Suisses ont pu le faire laisser repartir avec un casque dans cet état-là et un état physique aussi catastrophique. Voilà, il y a un moment, il faut trouver des solutions au niveau des protocoles de commotion, même s'il y avait que 800 mètres à réaliser, il y avait encore 800 mètres à réaliser. Et je trouve que là, du côté du CI, il faudrait être beaucoup plus intransigeant, parce qu'on voit dans d'autres disciplines, je pense que le rugby, que les commotions, ça a un impact à l'instant T, mais ça peut avoir aussi un impact sur le long terme. Ça montre aussi que les positions de contre-la-montre commencent à devenir dangereuses, parce qu'on ne voit plus devant soi, et notamment avec ces positions avec les coups de haut, vous ne voyez pas devant vous en fait complètement, parce que vous êtes tellement la tête recroquevillée que vous avez vraiment une énorme perturbation au niveau du champ de vision, en sachant qu'en plus ça bouge, hein. Je rappelle qu'on est en mouvement, on est à 50 à l'heure. Donc imaginez de faire ça sur un siège, voilà, vous vous mettez comme ça dans cette position-là, et vous verrez ce que vous voyez. Et je peux vous dire que vous ne voyez pas grand-chose, vraiment. Et c'est très difficile. Et je pense que l'UCI, qui affichait sur la position de descente des coureurs, devrait se concentrer aussi sur les positions de contre-la-montre et peut-être interdire certaines positions qui déjà sont coûteuses, parce que je rappelle que les prolongateurs moulés, ça vaut un bras dans les équipes, mais qui sont aussi, il faut bien le dire, dangereuses pour la sécurité des coureurs. On se souvient notamment d'Egan Bernal, et là, c'était aussi très dangereux et c'est vraiment une image impressionnante. Je continue avec les mentions honorables avec Benelli sur le Giro. Victoire d'étape qui a été impressionnante, où il part en costaud, en solide, sur une journée qui était vraiment totalement, qui convenait complètement à son profil. Et voilà, et avec un sacré numéro de la part de Benelli, qui a résisté aux coureurs échappés, qui a profité également que du côté du peloton, on n'était pas très énervé ce jour-là, dans des conditions climatiques qui n'étaient pas simples, mais vraiment un énorme numéro de la part de Benelli, qui a fait une course de costaud. Et puis Milan-San Remo également cette année, parce que on a eu encore une belle édition de Milan-San Remo. C'est pas toujours le cas, mais là il y a encore eu un très bon match, un beau suspense encore, donc j'ai bien aimé l'édition 2023 de Milan-San Remo. On passe tout de suite au grand vainqueur des moments marquants de la saison 2023. Le grand moment marquant pour moi de cette année 2023, le moment où j'ai pris du plaisir, le moment le plus spectaculaire, les Pyrénées sur le dernier Tour de France. Là encore, je n'attendais rien de ces Pyrénées. Ça, vraiment, je vous l'avais dit sur le Tour de France homme, je me disais, en plus, comme on a vu du Pays Basque assez spectaculaire, je me disais vraiment, on va avoir une échappée qui va au bout, et puis voilà quoi. Il y aura vraiment rien de spectaculaire, parce que c'est trop tôt encore dans la course, prendre le maillot à ce moment-là, c'est très risqué. Parce que moi je m'attendais plutôt à ce qu'on attende le Puy-de-Dôme, et que la vraie première explication soit plutôt du côté du Puy-de-Dôme. Et puis c'est les coureurs qui font la course, cette grande phrase, mais qui est la vérité. Si les coureurs ont envie de faire le show, ils font le show. Et ces 2 étapes dans les Pyrénées, ça a été un énorme spectacle. Le premier jour avec du Van Aert, avec du Vingegaard, avec un Pogačar qui se retrouve en difficulté, qui perd du temps. Bon, là on se dit, certains se disaient déjà que le Tour de France était plié. Je me souviens encore, ça m'a rappelé notamment l'année d'avant avec Pogačar sur la super plongée Belfi, pareil. Donc là, tout le monde dit le Tour de France est plié et que le Tour de France ne sera pas spectaculaire, ne sera pas intéressant à la fin de cette étape. Donc moi déjà à chaque fois ça me fait marrer, parce que déjà c'est considéré que dans un grand tour il n'y a que le classement général qui compte, alors que par exemple cette année c'est vrai que sur le Giro le classement général ça n'a pas été spectaculaire, mais on a vu des beaux sprints, on a vu une belle densité sur le sprint. Ce que j'ai pas aimé moi sur le Giro, c'est qu'il y a eu les échappées, on a eu peu de bagarres même pour les victoires dans les échappées, où parfois les échappées ça s'est joué à la pédale. Je pense notamment à Grande Sasso d'Italia, et c'est plutôt ça qui m'a fait chier. Voilà, considérer qu'un grand tour c'est que le classement général, c'est oublier qu'il y a des classements annexes.
Et surtout, c'est oublier qu'il peut y avoir des gros rebondissements. 3 semaines de course, c'est pas une semaine. Donc voilà, c'est long, c'est difficile, la récupération rentre en jeu. Si les conditions en plus climatiques sont pas faciles, avec notamment une situation de canicule, ça peut être dur, avec des grandes variations de température, ça peut être compliqué. Et là, ce jour-là, eh ben, on a sur cette première étape dans les Pyrénées une échappée avec Van Aert. Van Aert qui décide de faire un énorme travail pour Vingegaard, avec du grand Vingegaard ce jour-là. Et puis le lendemain, et bah, c'est l'inverse, avec cette accélération de Pogačar et un Vingegaard en difficulté, et une situation où on se retrouve à avoir un match, un vrai match pour le général, qui a tenu 10 jours jusqu'au contre-la-montre, où après, il n'y avait plus de match pour le général. Mais moi j'ai adoré ces Pyrénées parce que on a eu du spectacle, on a eu du suspense, ça a relancé la course. Et encore une fois, ce côté, ce sont les coureurs qui font la course. Oui, c'est la vérité, et même moi, je me suis fait avoir parce que je m'attendais pas à ce que il y ait autant de spectacles sur cette étape-là. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ces 2 étapes dans les Pyrénées. C'est vraiment des étapes que j'ai regardées en intégralité quasiment, alors que j'avais absolument pas prévu de la regarder en intégralité. Parce que je me disais encore une fois, ça va pas être spectaculaire, ça va pas être intéressant. Et j'ai pris vraiment du plaisir à regarder ces 2 étapes. Voilà. Et pour moi, ça fait partie des moments marquants parce que l'accélération de Pogačar, qui met une dent en plus, bam, qui accélère, avec les commentaires de la RTBF, c'est encore mieux. Ça, il faut bien le dire. Mais c'est vraiment spectaculaire. Et là, je me dis à ce moment-là, putain, on va avoir un sacré match. On l'a eu encore après sur le Puy-de-Dôme, mais vraiment les 2 jours où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, c'était vraiment une très belle journée, comme du côté de l'étape de Courchevel aussi, où ça a été un beau spectacle. Mais là, c'était vraiment du très beau spectacle, vraiment très spectaculaire sur ce dernier Tour de France. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos moments marquants de l'année. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao